Je tiens à vous dire d'emblée que malheureusement, je n'ai jamais eu la chance d'aller aux îles de la Madeleine. Donc, ça me donne vraiment l'impression de parler à travers mon chapeau, ce qui fait que je vous laisserai l'intelligence de déterminer ce que je vous présente aujourd'hui, qu'est-ce qui est intéressant pour vous et qu'est-ce qui ne l'est pas. La dernière chose que je voudrais faire, c'est de penser que je suis capable de trouver des solutions ne connaissant pas le problème. Donc, j'ai décidé d'axer un peu plus ma présentation dans l'idée de faits inspirants que l'on a fait à la Ville de Québec dans les dernières années. Puis à vous de voir si c'est des choses qui peuvent être reproductibles de votre côté ou non. Donc, je commence. Mobilité active, donc j'ai la chance d'être le chef d'équipe d'une petite équipe qui s'occupe de la planification de la mobilité durable, puis on axe surtout nos efforts sur la mobilité active. Donc, mobilité active, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est les déplacements qui sont générés avec l'énergie humaine. Donc, règle générale, on parle du vélo, on parle de la marche, on parle du vélo assistance électrique, fauteuil roulant, on peut même extrapoler vers le rollerblade, le patin à roues alignées ou le skate, mais nous, c'est vraiment plus la marche et le vélo qui nous intéresse. On a aussi un intérêt marqué, vous l'avez entendu avec le tramway de Québec qui est en fin de conception, vers l'intermodalité. Donc, s'assurer que les déplacements, la connexion entre les déplacements à pied, à vélo et le transport en commun est bien fait. Pourquoi on met autant d'efforts à la Ville de Québec sur la mobilité active? C'est vraiment dans un souci d'offrir un milieu de vie de qualité pour nos citoyens. C'est connu, les villes pour lesquelles la mobilité active est un choix naturel, ben ça a un impact très positif sur la santé. Diminution de risque de décès, diminution du taux d'obésité, aussi au niveau du travail, il y a un taux de productivité plus élevé, un taux d'absentéisme moins élevé. Il y a aussi tout un volet sur diminution de la sédentarité. Il y a un médecin en santé publique à Québec, le docteur Després, qui dit souvent que le ministère de la Santé, c'est le ministère de la maladie et le véritable ministère de la Santé, c'est les municipalités parce que c'est nous qui avons le plus de pouvoir de façon préventive sur la santé de notre population. Fait que c'est quelque chose en lequel je crois beaucoup. Puis les aménagements qu'on fait, les bonifications qu'on fait à la ville, ben, ça peut grandement influencer la qualité de santé de notre population. On le fait aussi en créant des milieux de vie de qualité. Plus on fait des aménagements qui favorisent les déplacements à pied ou en transport en commun, plus on diminue les émissions de gaz à effet de serre, les pollutions atmosphériques, qu'on diminue la sonorité parfois importante des modes motorisés, puis ça crée des milieux de vie de plus grande qualité pour nos citoyens. Évidemment, on est engagé dans une transition climatique et la mobilité active joue un rôle important. On y voit aussi une solution pour diminuer la congestion et améliorer la sécurité routière, puis aussi apaiser les quartiers. Hein. Les quartiers, c'est des milieux de vie, donc de faire des quartiers monofonctionnels pour lesquels on ne peut se déplacer qu'en voiture, mais c'est sûr que ça fait des milieux de vie qui sont moins intéressants. Ça a aussi un impact vraiment intéressant sur l'économie. Bon, c'est sur l'économie des ménages. Si une famille a la chance de se départir d'un deuxième véhicule, ben c'est de l'argent de plus dans leur poche, assurément. C'est sur un même espace. On peut faire passer autant d'êtres humains à vélo qu'on peut en faire passer en voiture. Et évidemment, les pneus de vélo ont beaucoup moins d'effet sur l'usure de l'asphalte que les poids lourds et les voitures. Donc, c'est sûr que pour les infrastructures routières, de favoriser les déplacements à pied à vélo, c'est vraiment intéressant. Puis, on a aussi fait plein d'études puis de sondages pour déterminer c'était quoi l'impact sur l'économie locale des gens qui se déplacent à pied à vélo et c'est beaucoup plus intéressant que pour les gens qui se déplacent en voiture. Bon, Ville de Québec, on est une ville d'un demi-million d'habitants. On a énormément de données sur le transport. Donc, on est capable de dire que
on a énormément de travail à faire, on ne se le cachera pas, en période de pointe du matin, donc c'est l'heure la plus achalandée sur le réseau routier. Il y a encore plus de 40% des déplacements de moins de 1 km qui ne sont pas faits en transport actif. Fait que ça veut dire qu'ils sont faits notamment en véhicule. Et quand on regarde les déplacements de 1 à 5 km, ben là, c'est près de 91% qui sont faits par des modes autres que les déplacements à pied et à vélo. Alors que quand on regarde les vitesses de déplacement des différents modes, pour les déplacements de moins d'1 km, la marche est franchement intéressante. Et pour les déplacements de 0 à 5 km, le vélo est très, très compétitif par rapport à la voiture, surtout dans les milieux un petit peu plus urbanisés où est-ce que la congestion existe. Bon, via différentes analyses avec des chaires de recherche, on a évalué le potentiel, puis on aurait le potentiel à Québec de multiplier par 3 le nombre de déplacements de façon journalière qui sont faits à pied et à vélo. Je vais vous présenter très rapidement, puis je ne veux pas que ce soit ça le nerf de la présentation, la vision de la mobilité active. C'est notre outil de planification pour le développement pour les prochaines années de la marche et du vélo et de l'intermodalité avec le transport en commun. Donc, c'est une vision qui cible principalement 3 modes de transport, la marche, le vélo en intermodalité. On a ciblé 4 grandes orientations dans cette vision-là que je vais vous présenter, puis on a une quarantaine d'actions qui nous permettent de mettre en œuvre, d'incarner cette vision d'avenir-là pour la Ville de Québec. Donc, on a une nouvelle administration à Québec, puis ils nous ont vraiment dit qu'ils voulaient que la vision de la mobilité active, ce soit un document fondateur pour la ville de demain, un document dans lequel on mette de façon claire notre volonté de créer des quartiers, des milieux de vie à l'échelle humaine, qu'on mette aussi l'emphase sur la priorisation des modes actifs, qu'on fait un réaménagement de rue, qu'on mentionne clairement notre volonté d'agir pour la transition climatique, puis qu'on fait une ville plus inclusive. Les déplacements actifs, c'est vraiment une façon d'inclure l'ensemble de la population dans les activités économiques, puis aussi les activités sociales. La mobilité active, la vision de la mobilité active, c'est 4 grandes orientations. On aurait pu faire un chapitre vélo, un chapitre piéton, puis un chapitre intermodalité. On pensait qu'on se serait répété beaucoup dans chacun des chapitres. Donc, on a fait une vision qui y allait davantage sous l'effet d'une pyramide, donc à des échelles d'intervention. Donc, la vision de la mobilité active, on a au niveau macroscopique, donc grand angle. Notre orientation, c'est vraiment de faire la planification des réseaux pour qu'on puisse accéder à tous les lieux d'intérêt depuis l'ensemble des quartiers résidentiels de la ville. Donc, c'est vraiment à l'échelle de la planification et de l'aménagement du territoire. On a une échelle d'intervention, les orientations plus méso, donc une échelle intermédiaire. Donc, on veut faire des réseaux qui sont efficaces. Donc, c'est des réseaux qui sont accessibles 24 heures sur 24, 4 saisons par année, 7 jours par semaine. Donc, on veut puis on veut s'assurer que les infrastructures sont compétitifs avec les autres modes de transport. On a aussi une orientation qui est à l'échelle plus micro. Donc, à l'échelle des souliers du marcheur, à l'échelle du guidon du cycliste, où est-ce qu'on veut faire des aménagements à grand niveau de confort. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'on peut faire des aménagements sécuritaires, mais la sécurité n'est pas gage de confort. Si on fait un aménagement confortable et sécuritaire, ben là, on démocratise la pratique. L'objectif qu'on a, c'est que les prochains projets qu'on fait à la Ville de Québec, c'est des projets sur lesquels on veut qu'un enfant de 12 ans se sente en sécurité de se déplacer et une personne un peu plus âgée, disons 80 ans, se sentirait également en sécurité de se déplacer. Donc, on se dit, si on rejoint ces deux clientèles-là, ben, on va vraiment faire des aménagements qui permettent à l'ensemble de la population de se sentir en sécurité. Notre quatrième orientation, c'est vraiment le volet culture de la mobilité active à Québec. Puis c'est un petit peu plus là-dessus que je veux vous entretenir aujourd'hui parce que je pense, sans bien connaître l'auditoire, étant donné que je ne vous vois pas et que je n'ai pas passé la journée avec vous, je pense que c'est peut-être plus ça qui pourrait vous intéresser ou vous inspirer aujourd'hui. Donc, j'ai souhaité vous présenter un certain nombre de mesures en gestion des déplacements que la Ville de Québec a mis de l'avant dans les dernières années, puis ça pourrait vous inspirer, sait-on jamais.
De façon générale, la communauté métropolitaine de Québec a rendu public un guide il y a un certain nombre d'années qui recense l'ensemble des bonnes pratiques à l'intention des générateurs de déplacement. Fait que ça, c'est des entreprises, des grands employeurs. C'est public, c'est en ligne, donc je vous encourage fortement à aller le feuilleter. Ça va beaucoup plus loin que ce que je vous présente aujourd'hui. C'est une source d'inspiration qui est franchement intéressante. Ce que la Ville a mis de l'avant dans les dernières années comme mesure structurante, ben, on essaie d'avoir un budget récurrent pour mettre en place ces mesures de gestion des déplacements-là des employés de la Ville. On essaie d'avoir de plus en plus une ressource attitrée à ce dossier-là parce que c'est le nerf de la guerre. Quand c'est la priorité de tout le monde, parfois c'est la priorité de personne. Donc, avoir quelqu'un qui est un peu le chien de garde du plan de gestion des déplacements à la Ville, c'est un incontournable. On travaille aussi pour l'ajout de douches et de vestiaires dans chacun des bureaux de la Ville pour vraiment rendre possible les déplacements à pied à vélo. L'aménagement de sport à vélo pour chacune des infrastructures de la Ville, l'ajout de sport à vélo à l'entrée des bâtiments, l'intégration de nouvelles pratiques administratives, l'implantation du retour garanti à domicile en cas d'urgence. Ça, je vais vous expliquer dans le détail c'est quoi. Accommodement, communication, puis réflexion sur les habitudes pré-pandémie. Je vais vous expliquer certaines des mesures un peu plus dans le détail. À Québec, on a la chance d'avoir Communauto qui est implanté sur notre territoire. Donc, Communauto, c'est un système de voitures en libre service. Et dans l'optique de faire en sorte que les employés puissent séparer leurs déplacements professionnels de leurs déplacements personnels, de plus en plus de services de la Ville s'abonnent à ce service-là. Par le passé, quelqu'un qui, dans le cadre de ses fonctions, devait se déplacer dans le cours de journée, il était un peu pogné pour venir au travail en voiture parce qu'il avait besoin de sa voiture pour ses déplacements professionnels. Or, ce qu'on a fait, c'est qu'un certain nombre de services de la Ville sont abonnés à ce service-là avec des stations qui sont à proximité des bureaux de la Ville. Puis ce que ça fait, c'est que quelqu'un peut décider de venir à pied, à vélo, en transport en commun à la Ville. Et en cours de journée, s'il a besoin de faire un déplacement professionnel, il loue un de ces véhicules-là. Et le professionnel et le personnel peuvent rester séparés dans le choix du mode de transport. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'assez rapidement, avant, les gens qui venaient disons, en transport en commun et qui utilisaient le taxi pour se déplacer, ça coûtait beaucoup plus cher de faire les déplacements professionnels. Donc, en s'abonnant à cette plateforme de voitures en libre-service-là, on a économisé énormément d'argent et même comparativement au per diem, quand quelqu'un prend son véhicule personnel pour faire des déplacements professionnels, on économise aussi énormément. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on est en train d'étendre dans l'ensemble des services de la Ville. L'aménagement de douches et de vestiaires, on essaie de le faire de plus en plus dans l'ensemble des bureaux de la Ville. L'objectif, c'est de faire en sorte que quelqu'un qui est motivé pour se déplacer à vélo pour aller travailler puisse le faire, avoir un casier, prendre une douche le matin et puisse aller travailler de façon frais et dispo. Comme je le disais d'entrée de jeu, l'effet sur la productivité et le taux d'absentéisme de quelqu'un qui se déplace à pied à vélo pour venir travailler est vraiment importante. Puis, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a 5 fois plus de chances que quelqu'un vienne travailler en vélo s'il a accès à une douche et un casier. Tandis que si c'est seulement un support à vélo pour mettre son vélo, c'est 2 fois plus de chances que s'il n'y a rien du tout. Donc, vraiment, l'employeur a un rôle à jouer s'il veut vraiment faciliter, favoriser, inciter la pratique de la mobilité active pour les déplacements vers le travail. Même chose pour l'ajout de stationnement vélo pour accéder au lieu de travail. Nous, on essaie de plus en plus de mettre des supports à vélo pour tous les lieux de travail, même des supports à vélo sécurisés, parfois que c'est accessible avec une carte, avec une clé. Essentiel de bien localiser ces stationnements à vélo-là ou ces supports à vélo-là. Si c'est l'endroit le plus noir, le moins éclairé, le plus difficile d'accès du bâtiment ou du terrain, ça fonctionne pas. Règle générale, il faut que ces modes de transport-là, on leur accorde un privilège. Donc, le plus proche de la porte, le plus visible, faut même montrer, il faut que les gens qui ils se déplacent à pied à vélo, ça soit valorisé. Donc, les mettre au bon endroit, c'est une façon de le faire. Oh.
Retour garanti à domicile en cas d'urgence, c'est un peu dans le même principe que ce que je vous parlais un petit peu plus tôt pour les véhicules, les voitures en libre service qu'on s'est abonné. Euh, on veut vraiment faire en sorte que le choix de se déplacer vers le lieu de travail soit exempt de toute contrainte. Donc, on le sait, certains d'entre nous sont dans des périodes de leur vie où est-ce qu'ils ont des enfants ou encore qui sont proches aidants. Puis, si en milieu de journée, ben la garderie appelle parce que ton kid, il est malade puis a commencé à tousser. Ben, si tu es venu en transport en commun ou si tu es venu en vélo, puis il faut que tu passes à la garderie, ben des fois, c'est un peu plus compliqué. Donc, ce que la Ville a mis de l'avant, c'est ce qu'on appelle le retour garanti à domicile. Donc, quelqu'un qui décide de se déplacer en mobilité active ou en transport en commun pour aller travailler, ben, s'il y a une urgence de cette nature-là qui se présente à lui, la Ville lui paye le déplacement en taxi pour aller chercher son enfant et retourner chez lui. Les mesures ont démontré que c'est des choses qui coûtent très peu cher. Un collègue qui travaille chez Desjardins, qui a implanté cette mesure-là, disait que pour l'ensemble des employés de Desjardins, on est en bas de 1 000 $ par année. C'est davantage une mesure qui vient sécuriser, qui vient assurer une paix d'esprit, mais en termes d'investissement pour une entreprise, c'est vraiment, vraiment marginal. On a aussi la chance d'avoir développé avec le réseau de transport de la capitale, qui est de la Société de transport en commun de Québec, un système de vélos en libre service à assistance électrique. Fait que ça, c'est le Bixi de Québec, si on veut. Et pour notre service, bon, on est un peu proactif dans ces mesures-là. On a décidé dès l'année dernière de s'abonner au service de façon professionnelle. Ce qui fait que pour des déplacements professionnels, on a une station derrière le bureau et nos directeurs, par exemple, pour aller à l'hôtel de ville, prennent le casque. On a acheté 5 casques, on les a mis à la disponibilité de tout le monde. On a des clés pour débarrer les vélos. Et si, par exemple, mon directeur de service fait une présentation au maire de Québec, au lieu de prendre sa voiture ou prendre le taxi, il prend un casque, il prend le vélo assistance électrique, va débarrer son vélo, va faire sa présentation à l'hôtel de ville et revient. Ça a été apprécié de tous. Je dirais que c'est presque plus les directeurs de notre service qui les utilisent que les professionnels ou les fonctionnaires. C'est plus rapide que d'y aller en taxi, c'est plus rapide que d'y aller en voiture. Puis ça éveille un peu l'esprit au fur et à mesure qu'on pédale. Et avec l'assistance électrique, on arrive sans sueur, frais, dispo comme une rose. C'est vraiment génial. On a même commencé à l'utiliser. On a des inspecteurs qui s'occupent des subventions pour la rénovation des bâtiments qui ont commencé à l'utiliser pour faire leur inspection post-chantier. Puis assez rapidement, ils se sont rendus compte que versus la voiture, ils étaient capables de faire 2 fois plus de visites en moitié moins de temps. Donc, eux, c'est devenu les adeptes numéro 1, surtout pour aller dans les petites rues du Vieux-Québec. C'est quelque chose qu'ils ont vraiment, vraiment apprécié. Je vais finir là-dessus. Conditions gagnantes pour implanter ce genre de mesures-là. Il faut que la direction générale ou le conseil d'administration ou la direction d'une entreprise y croit puis joue le rôle de leadership. Si c'est quelqu'un qui est dans son coin qui essaie de mettre ça en place sans que la direction d'une entreprise montre que c'est quelque chose à laquelle adhère, ça ne fonctionne pas. L'engagement des gestionnaires à tout niveau, montrer l'exemple, communiquer les bonnes pratiques, c'est vraiment important. Une communication récurrente des mesures. Il faut rappeler toutes les mesures qui existent, qui sont mises en place par l'entreprise de façon récurrente pour que les gens ne les oublient pas. Des changements de comportement, des fois, ça ne fonctionne pas à un certain moment dans notre vie. Puis arrive quelque chose, les enfants commencent l'école, les enfants passent un certain âge, puis là, ça devient possible. Donc, communication récurrente, franchement, importante. Mise en place d'un plan d'action avec des mesures structurantes. Les gens font les choses par vertu, mais pas tout le temps. Si on ne leur met pas les infrastructures en place qui facilitent les choix, justement, qui sont judicieux pour l'environnement et pour leur propre santé, mais c'est plus difficile de le faire. Soutien financier pour les mesures structurantes, ça prend de l'investissement de la part de l'entreprise, de la part de l'employeur, mais règle générale, c'est hautement rentabilisé par la productivité, par la rétention du personnel, etc. Puis, ce qui peut beaucoup aider aussi, c'est avant de commencer à mettre des mesures en place, de bien connaître les besoins des employés. Parce que
pour les employés d'avoir l'impression que c'est des choses qui sont mises en place, qui répondent vraiment à leur réalité. C'est un gage d'adhésion puis d'intérêt. Fait que c'était tout simplement ça ma présentation. Je ne sais pas si je vais avoir la chance de vous entendre pour avoir la période des questions, mais j'ai bien hâte de vous voir ou de vous entendre. Bonjour, Louis Lapierre. J'ai déjà travaillé au service de la Ville de Québec. J'en ai de beaux souvenirs. Maintenant, est-ce qu'il y a lieu de penser à ce que vous prêchez, parce que j'appelle ça comme ça, est applicable et peut se rendre dans d'autres villes du Québec, parce que ça me semble un élément clé et très riche comme philosophie, comme façon de faire. Bien, assurément, là, puis je me donnerais pas le mérite d'avoir pensé à ça tout seul, là. Il y a énormément de villes qui développent des choses inspirantes au Québec, là. J'ai vraiment pas l'impression qu'on est les chefs de file, là. Montréal fait des choses vraiment intéressantes. Laval aussi ont fait des choses vraiment intéressantes dans les dernières années. Par exemple, pour les déplacements professionnels, la ville de Laval, ils ont acheté un certain nombre de vélos électriques avec les casques. Et donc, au lieu de s'abonner à un service, c'est des vélos électriques que les professionnels utilisent pour faire les déplacements entre les bureaux de la ville. Donc, c'est plein de choses qui existent. Dans d'autres municipalités, Drummondville aussi font des choses intéressantes, Victoriaville. Fait que, assurément, là, on est loin d'être tout seul au Québec à faire des choses intéressantes, là. Ça s'exporte partout, j'en suis certain. Bonjour, Anne-Christine Boudreau. En fait, je travaille au ministère des Affaires municipales ici aux Îles. Là, je vois que la caméra est là. Voilà. En fait, je trouve ça super inspirant, évidemment, là, votre présentation. Vous avez parlé d'une clientèle finalement entre 12 ans et 80 ans pour se sentir sécuritaire, mais est-ce que vous avez regardé plus spécifiquement en fonction des types ou des modes de transport plus favorables pour certaines clientèles ou certains publics cibles avec des rayons, etc. Là, j'essaie de voir dans l'analyse que vous avez fait, puis comment on pourrait répliquer ça ici sur le territoire. Là. Y a-t-il certaines clientèles que vous avez ciblées en fonction des modes de déplacement? On ne l'a pas fait dans cette direction-là. Par exemple, ça, j'avais assurément pas le temps de vous le présenter aujourd'hui, mais on a fait un sondage en partenariat avec Léger Marketing, via lequel on a tourné des vidéos de déplacement à vélo sur différentes rues sur lesquelles il y a différents types d'aménagements cyclables. Puis on les a fait visionner par un échantillon représentatif de la population, là, plus de 1000 répondants via Léger Marketing. Puis on leur demandait, vous sentiriez-vous en sécurité de rouler sur tel aménagement, sur telle rue, sur telle rue, sur telle rue? Et ça nous a permis de savoir quels aménagements sont vraiment démocratiques. C'est quoi qu'il faut faire comme lien cyclable pour que tout le monde se sente en sécurité de rouler dessus. Puis, évidemment, dans notre échantillon, on avait les enfants, on avait les personnes âgées, on avait les hommes, on avait les femmes, on avait des catégories d'âge. On avait même des secteurs différents de la ville par arrondissement, quoique ça ne fait pas beaucoup varier le taux de réponse. Mais c'est plus des choses comme ça vers lesquelles on se tourne. Fait que, de faire les bons aménagements qui démocratisent bien la possibilité de la marche et du vélo. Mais c'est sûr que nous autres, on a des données via l'enquête origine-destination pour savoir c'est quoi les distances seuil en fonction des groupes d'âge. Fait que, par exemple, qu'on sait un homme de 35 ans, c'est probablement lui qui a la chance de marcher la plus longue distance versus peut-être une femme de 85 ans, etc. Là. Mais, tu sais, notre objectif, c'est de faire des aménagements pour lesquels tout le monde se sent en sécurité, puis après ça, on laisse les citoyens faire les choix de quel mode de transport ils vont utiliser pour quel déplacement. On a une autre question. Oui, bonjour. C'est intéressant de parler des gens plus âgés aussi dans les circuits de vélo, parce que depuis l'arrivée du vélo électrique, particulièrement aux îles, ils vendent beaucoup. Fait que moi, j'ai pas de vélo électrique encore, mais pour me faire dépasser des fois par des gens beaucoup plus âgés que moi sur l'Avrobasse, je suis toujours impressionné de la vitesse à laquelle ils vendent par rapport à l'âge qu'ils semblent avoir.
Donc, c'est intéressant de considérer ça aux îles, surtout dans la planification cyclable, qui est un enjeu notamment. Ma question était, comment vous avez, par rapport à la saisonnalité de l'utilisation, notamment des vélos, comment ça se dessine du côté de la ville de Québec? Pour avoir déjà habité à Québec, là, faire du vélo l'hiver, c'est faisable, là, mais ça peut être changé depuis le temps. Donc, je voulais voir, est-ce qu'on parle toujours d'aménagement qui va être dans une période à l'extérieur de la période hivernale, ou est-ce que vous êtes en mesure, ou est-ce que vous planifiez quand même de prévoir là, certaines sections où le vélo pourrait être utilisé aussi en période hivernale avec des pneus cloutés, des choses comme ça? Ça fait environ 3 ans qu'on a commencé avec un projet pilote qu'on développe le réseau cyclable 4 saisons. On est rendu, je me souviens pas, on est rendu à combien? Si on additionne la portion qui est damée puis la portion qui est déneigée, on est à au-dessus de 100 km maintenant du réseau qui est 4 saisons. Mais par contre, ce qui est damé n'est pas nécessairement accessible, sauf si on a un fat bike. Mais on a quand même, on développe année après année un 10-15 km de réseau cyclable 4 saisons. C'est quelque chose auquel on croit. Puis dans la vision de la mobilité active, on s'est engagé à ajouter 65 km de réseau cyclable 4 saisons en 5 ans. Fait que c'est une pratique qu'on développe beaucoup. On pense que c'est intéressant, là. Dans les dernières années, on a travaillé à augmenter le bassin de cyclistes. Puis là, ben, en développant le réseau cyclable 4 saisons, ben, on travaille en rétention, donc à essayer de garder les cyclistes sur le réseau le plus longtemps possible. Mais je pense qu'il faut voir le 4 saisons aussi pour le 3 saisons. C'est pas tout le monde qui se sent en sécurité ou qui ont, je dirais, le courage, là, même si c'est pas, quand on l'essaye, ça prend pas tant de courage que ça. La volonté de faire le vélo en période hivernale, mais par contre, ajouter 1 ou 2 mois au printemps ou à l'été, ben ça, c'est probablement plus réaliste pour un plus grand nombre. Fait que ça passe par l'éclairage, par le marquage, par la possibilité d'avoir le réseau ouvert plus longtemps. Puis c'est des choses sur lesquelles on travaille. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. M. Vigneault. Bonjour. Je voudrais que vous nous parliez aussi de l'importance d'avoir un réseau bien établi et sécuritaire pour les utilisateurs. Parce que ici aux îles, on n'a pas vraiment de piste cyclable. On a des accotements qui sont sur le bord de la route qui servent, entre autres, aussi pour le vélo. Mais souvent, ce qu'on nous répond quand on parle justement de faire des infrastructures un peu plus sécuritaires pour le vélo, ça coûte trop cher. Est-ce que c'est réellement le cas que ça coûte trop cher? Ben, l'idée de dire ça coûte trop cher ou pas assez cher, c'est subjectif, là. Ça coûte cher faire une piste cyclable, dépendamment où est-ce qu'on la fait. C'est vrai que ça peut coûter très cher. Mais il y a 2 approches, hein. Puis il faut se servir de la bonne approche en fonction du milieu d'implantation. Si on est sur un axe sur lequel il y a beaucoup de débit véhiculaire, ben c'est sûr que la façon de fonctionner, si on veut que les gens se sentent en sécurité de faire du vélo, notamment, c'est de séparer le cycliste de la circulation. Ça, c'est certain parce que si on a un débit de véhicules important, il y a peu de gens qui vont se sentir en sécurité de rouler à vélo le long de ce débit-là. Fait que ça, c'est sûr que dans ces moments-là, c'est vraiment un lien cyclable qui est à prioriser. Mais je parle à travers complètement mon chapeau, je connais pas les réalités. Puis je sais pas si c'est beaucoup des rues rurales qui sont drainées par fossés avec des emprises restreintes. C'est vrai que pour faire un lien cyclable, c'est un calvaire. L'autre approche qui fonctionne bien aussi, c'est si on n'est pas capable de séparer le cycliste de la circulation, ben, et on a des axes parallèles qui sont au Grand Boulevard, qui sont bien connectés, mais on peut travailler à l'inverse en apaisant la circulation. Fait que nous, c'est notamment ce qu'on a fait avec ce qu'on appelle le vélo boulevard par Marquette. Donc, on a coupé le transit sur cet axe-là, puis on en a fait un axe sur lequel il n'est linéaire de se déplacer qu'en vélo. Puis maintenant, il y a plus de cyclistes par jour qu'il y a d'automobilistes.
parce qu'on a vraiment fait en sorte que la proximité entre le cycliste et l'automobiliste a été diminuée au maximum. Fait que moi, c'est les deux approches que je recommande le plus possible parce que c'est les deux types d'aménagement qui offrent le niveau de confort le plus élevé pour l'ensemble des citoyens. Mais c'est sûr, sans lien cyclable, il n'y a pas de cycliste. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ça va être tout. Merci beaucoup, Jean-François.